très clair. Bon, moi, là, je vais parler de, là, je dis fonction tau, récurrence topologique et formalisme de Kontsevich-Soibelman, qui est une nouvelle approche qui vient que Kontsevich a déjà présenté plusieurs fois. Alors, déjà, en fait, l'idée générale derrière tout ça, c'est on voudrait définir une sorte de fonction, alors on va l'appeler tau, hein. On voudrait définir une fonction sur un espace de modules. Alors, l'espace de modules de quoi? Bon, bah, pour l'instant, je vais rester assez imprécis là-dessus. Mais voilà. En fait, ce formalisme va s'appliquer à beaucoup de choses différentes et ça va pouvoir être des espaces de modules de beaucoup de choses différentes. Et pour définir cette fonction, en gros, on va avoir plusieurs méthodes. Alors, on va avoir des équations différentielles ou des équations, d'ailleurs, qui ne sont pas forcément différentielles, mais des équations linéaires. On va aussi avoir des équations non linéaires. Donc, la même fonction doit satisfaire des équations non linéaires. Et puis, on aimerait aussi avoir une définition directe, point par point, une définition de la fonction, et notamment, en fait, je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner simplement l'exemple de la fonction f de x égale e puissance x. Bah, vous pouvez la définir par une équation linéaire qui est df sur dx égale f. Donc, autrement dit, que je vais même écrire sous la forme d sur dx moins 1, f égale 0. Voilà, donc il y a un opérateur linéaire. Il y a une autre équation non linéaire qui serait que f de x plus y égale f de x, f de y. Voilà, c'est une autre façon de définir cette fonction. Et puis il y en a une troisième qui est de dire que f de x, c'est la somme des x puissance n sur n factoriel. Et en fait, vous pourrez, disons, une autre façon de voir, c'est plutôt simplement de donner la relation de récurrence entre les coefficients de cette série. Et donc ça, c'est une fonction ça, c'est une définition point par point. Pour celle-là, vous n'avez absolument pas besoin de savoir si elle est continue, si elle est différenciable, si elle est analytique, etc. Vous la définissez point par point et ensuite, après coup, vous pouvez vérifier qu'elle satisfait des relations. Qu'elle satisfait une équation différentielle, qu'elle satisfait une équation non linéaire, etc. Quand vous avez une équation linéaire, en général, ça ne définit pas une fonction, ça définit une base de fonction, ça définit un espace vectoriel. Et en général, dans cet espace vectoriel, toutes les solutions de cette équation ne sont pas toutes solutions des autres équations. Les solutions, donc, en général, vous avez une base de fonctions qui satisfont ces équations linéaires. Et il va falloir trouver il y a seulement certaines combinaisons linéaires qui vont satisfaire les autres équations. Donc là, ça s'apparenterait dans ce que je vais décrire, ces équations linéaires qui vont être des équations différentielles d'ordre 2 vont être apparentées à ce qu'on appelle les équations de BCOV, mais je n'ai pas envie de rentrer dans les détails. Alors c'est pour Berchatsky, Sekuti, Oguri, Vafa, et c'est lié à des propriétés de modularité, d'invariance modulaire. Mais je ne veux pas rentrer dans les détails, simplement c'est là-dessus que se sont basés Kontsevich et Soibelman. Il y a d'autres équations qui sont des équations du type Virasoro ou algèbre W, etc., qui sont aussi des équations linéaires typiquement d'ordre 2. Alors ce n'est pas exactement les mêmes. Alors les équations non linéaires, c'est typiquement ce qu'on appelle les équations de Hirota. Voilà. Et la définition sous forme de série, donc plutôt une relation de récurrence sur les coefficients de la série, ça va être la récurrence topologique. Donc c'est une relation de récurrence sur les coefficients qui permet de définir la série point par point, donc sans se préoccuper de savoir si ça satisfait une équation ou pas. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de voir après les différents... si on part d'une définition, est-ce qu'on obtient les autres, etc. Donc comme je disais ici,
quand vous partez des équations linéaires, tout ce que vous obtenez, c'est un espace vectoriel de solutions. Et donc, dans cet espace vectoriel, il y a certaines combinaisons linéaires qui vont satisfaire ça, et d'autres pas. Et puis ça aussi, ça va définir seulement une des solutions de l'équation, des équations linéaires. Donc voilà, c'est un peu l'idée qu'il y a derrière tout ça. Alors, comme je vous ai dit, on a un espace de modules. Hein, et en gros, pour définir cette fonction, il faut partir d'un espace. Alors, dans la définition point par point, à vrai dire, il suffit d'avoir un point. Il n'y a même pas besoin d'avoir un espace, il suffit d'avoir un point. Et après, on peut regarder comment ça se déforme autour. Bon, l'idée, c'est qu'il faut avoir des données de départ. Il faut avoir un point de départ. Et alors, le point de départ, donc je vais un petit peu vous comparer les deux formalismes, celui que j'avais développé avec mon étudiant Nicolas Orentin. Et donc, on va appeler ça le EO, donc le formalisme. Donc, le formalisme EO, et puis on va comparer avec le formalisme dont partent Kontsevich et Seubelman. Donc, bon, ça c'était en 2007, et ça c'est en 2000. Bon, leur papier est en 2017, mais en réalité Kontsevich l'avait déjà présenté à StringMath l'été dernier, en 2016. Voilà. Alors ici, la donnée de départ, c'est ce qu'on appelle une courbe spectrale. Et donc notre espace des modules, ça va être l'ensemble des courbes spectrales. Donc M, l'espace des modules, ça va être l'ensemble des courbes spectrales. Alors quand on parle d'espace des modules, généralement, ça veut dire qu'on quotiente par les automorphismes. Enfin, par les isomorphismes, par les relations d'équivalence. Oui, pardon, par les isomorphismes. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails de ce que c'est. En fait, je vais vous donner un exemple un peu simplifié. Je vais regarder l'espace des courbes spectrales polynomiales. Donc, ça va être l'espace des courbes spectrales donné par donc, en fait, je vais regarder une courbe spectrale. Ça va être simplement une surface qui satisfait une équation P de xy égale 0 avec somme sur i et j des PIJ xi, yj. Donc ça, si vous tracez dans le plan xy, c'est le lieu des zéros d'un polynôme à deux variables. Alors, ici, j'ai tracé dans le plan xy, j'ai fait comme si x et y étaient réels. En réalité, x et y sont complexes, donc ça, c'est dans C croix C. Hein, donc, si on regarde la courbe spectrale, alors je vais définir une courbe C. Ça va être l'ensemble des points xy, tels que P de xy égale 0. Et donc ça, c'est un sous-ensemble de C croix C. Alors pour l'instant, donc pour simplifier, on va supposer que P est un polynôme. En réalité, tout le formalisme se généralise beaucoup plus loin. Déjà, on peut prendre une fonction analytique de deux variables. On peut même prendre juste des germes de fonctions, c'est-à-dire des séries formelles. Enfin bon, ça se généralise énormément, mais je vais rester là-dessus comme point de départ. Donc en gros, on a des courbes, et ce qui va jouer un rôle extrêmement important, c'est l'endroit où cette courbe a une tangente verticale, les points de branchement. Je reviendrai après sur le formalisme de Kontsevich-Seubelman. Donc, et donc l'espace des modules, notre M, enfin, donc je vais définir M pôle, ça va être l'ensemble des P en gros. Et on pourrait se dire des coordonnées sur cet espace, ça va être juste les coefficients PIJ. Ça peut être des coordonnées sur cet espace. Alors ce n'est pas des très bonnes coordonnées, parce que notamment lorsqu'on fait varier les PIJ, cette courbe, vous voyez, ici elle a un point double, ici elle a des points de branchement, et en fait, oui. Bon, ce que j'aurais dû dessiner, c'est que
quand vous la tracez dans ces croisées, faudrait pouvoir dessiner dans R4 en quelque sorte. Et dans R4, une relation complexe, ça fait deux relations réelles, c'est donc un objet de codimension 2, c'est une surface dans R4. Ça ressemblerait plutôt à un truc comme ça. Cette surface, elle a un genre, elle a une topologie, elle a beaucoup de choses. Et en fait, les coefficients PIJ, les coordonnées PIJ sur cet espace, ne sont pas des très bonnes coordonnées parce qu'elle ne voit pas la topologie. Enfin, c'est très compliqué de voir, en gros, les endroits où des cycles se retrouvent pincés, etc. Donc, ce n'est pas des très bonnes coordonnées. Des meilleures coordonnées, c'est de choisir des cycles. Alors, on va prendre des A-cycles A1, B1, A2, B2, par exemple. Et des meilleures coordonnées, ce serait de définir des TI qui seraient les intégrales sur les A-cycles de y dx, donc sur cette courbe. Ça veut dire que y est une fonction de x par cette relation. Et vous intégrez sur la courbe. Alors, en fait, on divise par 2 pi. D'habitude, c'est plus pratique. Donc voilà, ça c'est des meilleures coordonnées sur cet espace-là. Et évidemment, ces coordonnées ne sont définies que dans les cellules de... Donc notre espace des modules, il a une topologie assez compliquée, il est composé de cellules. Et en gros, vous franchissez un mur chaque fois qu'il y a un cycle qui se pince, etc. Et donc ces coordonnées changent de façon discontinue chaque fois que vous franchissez des murs, etc. Il y a le phénomène de wall crossing, d'ailleurs, s'applique à tout ça. Voilà, donc ça, c'est des coordonnées qui sont à peu près équivalentes aux coordonnées PIJ, mais qui sont beaucoup mieux adaptées pour décrire la topologie. Bon, plus... voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les périodes. Voilà. Alors, elles vivent sur les A et en quelque sorte, les B-cycles sont fonction des A-cycles. Les intégrales sur les B-cycles sont fonction des intégrales sur les A-cycles. Il y a des relations qui donnent... il y a des relations de dépendance et qui vont être liées à cette structure de système intégrable. Notamment, c'est les relations de Seiberg-Witten ou des choses comme ça. Mais je ne veux pas rentrer dans les détails là-dedans, mais disons, voilà, pour avoir des périodes indépendantes, il faut en prendre que la moitié. Les autres sont dépendantes. Je vais revenir dessus après. Alors, dans le formalisme de Kontsevich-Seubelman, les données de départ... Pardon ? Non, en fait, il n'y en a pas tout à fait le même nom. J'ai un petit peu triché, mais... ou disons, à vrai dire, bon... Mais je reviendrai là-dessus après. Ça, c'est vraiment ce qu'on appelle les cycles... Bon, ça, c'est des vrais cycles, mais on va définir... après, je définirai des cycles généralisés. Et en fait, bon, juste pour vous, je vais juste commencer à le dire un petit peu. Voilà. Vous voyez que si vous avez une forme différentielle, une forme, hein, vous pouvez l'intégrer sur un cycle. Et ça vous fait un nombre. Sur n'importe quel cycle, et gamma un cycle. Ça appartient, c'est un nombre qui appartient à C, et en quelque sorte, ça va être un pairing entre forme et cycle. Donc vous avez un pairing entre forme et cycle qui est simplement c'est le pairing de Poincaré. Hein. Vous pouvez intégrer une forme sur un cycle et ça vous donne un nombre. Et donc ça veut dire que l'espace des cycles, donc ça veut dire que les cycles, vous pouvez les voir comme des éléments du dual de l'espace des formes. Donc les cycles... alors, ici, je vais la nommer méromorphe. Si je prends une forme méromorphe, je vais appeler M1 de C l'ensemble une forme méromorphe. Et H1 de C, ça va être l'ensemble des une forme holomorphe, ça veut dire sans pôle. Alors que méromorphes peuvent avoir des pôles, les holomorphes n'ont pas de pôle. Et donc les cycles, ça va être l'ensemble des cycles, ça va être inclus dans le dual
de M1 de C. Alors le dual, je le note comme ça. Donc les cycles, c'est des éléments du dual. C, c'est la courbe. C, c'est ça. Alors, les cycles, c'est des éléments du dual. Et en fait, les vrais cycles comme ça, les cycles non contractibles que vous pouvez vraiment dessiner comme un arc de Jordan sur votre surface, c'est le dual du H1, c'est-à-dire les formes holomorphes. Et en fait, si on veut définir, et les cycles généralisés vont être des duals de l'espace des formes méromorphes. Le V, ça veut dire dual ici. Je ne le note pas comme star parce que je veux garder star pour autre chose, mais bon. Voilà. Les mathématiciens le notent souvent comme ça, le dual. Voilà. Voilà. Il y a un autre élément qui... Bon, je vais revenir au formalisme de Contivius. Non, excusez-moi. Je vais d'abord introduire. Donc, alors, une courbe spectrale. Là, je vous ai défini juste une courbe complexe. Cette courbe complexe, comme vous l'avez vu, ici, donc j'ai une courbe complexe, mais je n'ai pas seulement une courbe complexe, j'ai une courbe complexe munie d'une immersion dans C croix C. Donc une courbe spectrale, S, ça va être la donnée d'une courbe C, et de deux immersions, donc ça veut dire que chaque point de ma courbe, il y a une projection sur l'axe des X et une projection, il y a une projection sur un premier C et une projection sur un deuxième C. Donc chaque point ici possède une projection en X et une projection en Y. Et je vais appeler ces deux fonctions X et Y. Et puis il va y avoir un troisième élément. Et donc X, c'est une application qui va de C dans C. Y, c'est une application qui va de C dans C. Toutes les deux, je vais les prendre, pour simplifier, je vais les prendre méromorphes. Si elles sont toutes les deux méromorphes, c'est équivalent à dire qu'il existe une relation polynomiale entre elles, si la courbe est compacte. Voilà. Mais bon. Donc, en gros, on peut se donner une courbe, une surface de Riemann et deux fonctions qui l'immergent dans C croix C. Voilà. Une courbe spectrale, ça va être essentiellement ça. Et il va y avoir un autre élément que je vais appeler B. Et B, ça doit être une fonction de C croix C. Donc ça prend 2 points. Et ça va donner une forme différentielle. Alors, c'est une forme différentielle. C'est une forme bilinéaire. Et si je me donne 2 points, P1 et P2, je veux que, donc je me donne 2 points sur ma courbe, P1 et P2, et si je les prends très proches, en gros, je veux qu'il y ait un pôle. Donc dans n'importe quelle coordonnée locale, je veux qu'il y ait un pôle double plus analytique. A P1 égale P2. Donc autrement dit, je vais B, ça va être n'importe quelle, donc on a des tas de choix possibles. B, ça va être n'importe quelle forme. Donc c'est une forme dans la première variable, c'est une forme dans la deuxième variable. Dans n'importe quelle coordonnée locale, je veux que ça prenne cette forme. Alors vous pouvez voir que si vous faites un changement de coordonnées, ça reste de cette forme. Et juste X et Y sont globales. Les coordonnées globales. X et Y sont des coordonnées. Alors, sont pas définies localement. non, parce que si tu te donnes un X ici, tu peux avoir plusieurs points de la courbe qui correspondent. Pour une valeur de X, il peut y avoir plusieurs points de la courbe. Donc si tu pars d'ici, quand tu remontes, ce point-là et ce point-là ont la même valeur de X. Donc ce n'est pas une coordonnée globale. P1 et P2, c'est quoi? Alors P1 et P2, c'est vraiment des points de la courbe. Mais localement, une surface de Riemann, localement, c'est un petit ouvert du plan complexe. Et on peut paramétriser par n'importe quelle... on peut prendre n'importe quelle coordonnée. Donc j'aurais pu demander dx1, dx2 sur x1 moins x2 au carré ou dy1, dy2 sur y1 moins y2 au carré. Voilà. Donc dire qu'il y a un pôle double avec un coefficient 1 devant, c'est indépendant du choix de coordonnées. C'est vrai dans n'importe quel choix de coordonnées. Le fait qu'il n'y ait pas de pôle simple, le résidu égale 0, le résidu il est aussi indépendant du choix de coordonnées, c'est intrinsèque un résidu.
Par contre, la partie analytique, ensuite, elle dépend fortement du choix de coordonnées. Voilà. Donc on choisit un B comme ça. Alors par exemple, quand on a une surface qui est de genre 0, essentiellement le B là, il est unique. Si la surface n'est pas de genre 0, par exemple si vous avez un tore, hein, alors plutôt je vais le prendre comme ça, mon tore, je vais dire que c'est... ça veut dire que c'est mon tore, ça va être le plan complexe quotienté par Z plus taux Z. Hein, ça veut dire qu'un point du tore est équivalent à Z, c'est le même point que Z plus 1, c'est le même point que Z plus taux. D'accord ? Dans ce cas-là, le B, on n'a pas vraiment le choix. Enfin, si, il y a un petit peu de choix, vous allez voir. C'est la fonction de Weierstrass P de Z1 moins Z2. Alors effectivement, la fonction de Weierstrass, elle possède un pôle double en 0. On multiplie par des Z1, des Z2 pour en faire une forme différentielle bilinéaire. Mais on voit qu'on pourrait rajouter n'importe quelle constante ici et ça aurait toujours un pôle double. Donc autrement dit, des B, j'en ai autant que des valeurs de C que je peux choisir. Alors généralement, on aime bien prendre la valeur de C qui fait que ce B, on aime bien choisir C tel que l'intégrale. Alors, mon tore, il a deux cycles fondamentaux, A et B. Et je vais dire que le cycle A, en gros, c'est 0,1 et le cycle B, donc ça c'était A, et le cycle B, c'est 0 taux. Donc on aime bien choisir le C tel que l'intégrale sur A, donc lorsque le Z2 appartient au A cycle, donc on intègre Z2 sur le A cycle, B de Z1, Z2. Alors donc comme on intègre Z2, il reste une forme en Z1. Hein, mais il existe un choix de C tel que ceci est nul lorsqu'on l'intègre sur le A cycle. Donc on peut choisir ce C-là. Et ce C-là, il vaut, ce C-là, c'est pi carré sur 3 fois la deuxième série d'Eisenstein de taux. Voilà. C'est sa valeur. Voilà. Donc si on choisit ce C, B est normalisé sur les A cycles. On aurait pu le normaliser sur les B cycles, on aurait pu le normaliser comme on voulait. Hein. Il y a tout un choix, il y a tout un ensemble possible de choix. Et à vrai dire, les équations de BCOV, elles ont rapport avec justement faire varier C et prendre des dérivés par rapport à C. Donc voilà, donc nous, ce qu'on a comme données, on a une courbe, deux fonctions et une bidifférentielle sur la courbe. Et c'est ça les données de départ pour faire la récurrence topologique telle qu'on la faisait avec Corentin. Pourquoi tu choisis donc cette constante C? Non, je dis juste que ce choix-là est plus sympathique et je vais y revenir d'ailleurs tout à l'heure. C'est un choix pratique, mais ce n'est pas le seul. Déjà, on n'a pas une façon unique de définir lequel on avait appelé le A-cycle, lequel on avait appelé le B-cycle, donc il y a autant de choix. Et justement, changer de choix de A-cycle ou de B-cycle, ça veut dire changer la valeur de C, et c'est à ça qu'a rapport l'invariance modulaire. Donc changer le choix de A-cycle et le choix de B-cycle, c'est faire une transformation modulaire, et on peut regarder comment tout ce qu'on va définir va dépendre de ce choix. Voilà. Pardon ? Oui, le C est une matrice. Le C est une matrice de taille G croix G où G est le genre. C'est une matrice symétrique de taille G croix G. Alors dans le formalisme de Kontsevich-Soibelman, on a quelque chose de presque complètement différent. Alors on a quelque chose d'assez différent. Alors ici, j'ai commencé à vous introduire qu'on a des coordonnées TI qu'on va appeler les temps. Et finalement, donc, on peut considérer que notre espace des modules, c'est l'espace dont les coordonnées sont ces TI. Alors, donc Kontsevich et Soibelman, ils partent de ça. Ils ont un espace dont les coordonnées, eux, ils partent d'un espace symplectique. Dont les coordonnées sont les PI, les TI. Alors, combien il y en a des TI? Alors ici, comme je vous ai dit, si on regarde vraiment les vrais cycles, les AI, il y en a autant que le genre de la courbe. Mais comme j'ai déjà commencé à vous le dire, en fait, on peut regarder ce qu'on appelle les A-cycles, enfin les cycles généralisés.
donc qui sont le dual des formes méromorphes, et ça c'est de dimension infinie. Donc des TI, en réalité, en général, il y en a de dimension infinie, et l'espace des TI est en général quelque chose de dimension infinie. Et donc les TI, en réalité, I, il appartient à un ensemble qui est typiquement infini. Enfin, quasiment tous les cas intéressants correspondent à... Pardon ? AI, parce qu'on a l'impression qu'il y a un infini de AI, alors que ici c'est là. Oui, mais comme je disais, on va généraliser la notion de cycle pour inclure aussi des cycles. Donc l'ensemble, donc l'espace des cycles va être de dimension infinie. Mais je. Et ces cycles, c'est des objets géométriques complexes. C'est pas très très compliqué. Ça veut simplement dire que, en gros, ça veut simplement dire quand on va intégrer une forme sur un cycle, en gros, comment est-ce qu'on peut fabriquer un élément du dual? Donc on veut quelque chose, on se donne une forme et on voudrait fabriquer un nombre complexe avec cette une forme. Alors par exemple, on pourrait faire des intégrales bidimensionnelles, ou alors on peut multiplier par une fonction f, donc oméga de p, f de p, et on intègre sur gamma. Ça par exemple, ça fait un autre élément du dual. Alors ça, c'est ce que je vais noter. Je vais le noter comme ça, justement, gamma f, oméga. Bon. Et ça, je vais appeler ça un cycle généralisé. Donc finalement, c'est un cycle gamma pondéré par une fonction. Alors en général, quand on fait ça, on n'obtient pas une forme méromorphe. C'est seulement pour certains gamma et pour certains f que le résultat... Non, pardon, excusez-moi. Ça va juste être un nombre. Ça marche tout le temps. Donc ça, c'est un élément du dual. Mais je vais demander quelque chose de plus subtil. Je vais demander que quand j'intègre le B sur mon gamma, je vais demander à ce que, donc, comme il y a une des deux variables qu'on intègre, le résultat, ça reste une forme. Et je vais demander à ce que cette une forme soit méromorphe, et dans ces cas-là, je ne pourrais pas choisir n'importe quel gamma et n'importe quel f, mais je pourrais quand même en choisir un espace de dimension infinie. C'est ça que je vais appeler les cycles généralisés. Mais bon, là, je voudrais revenir au formalisme de Kontsevich-Soibelman. Donc, on se donne des TI, et on va regarder, les PI. Donc, on va avoir deux types de coordonnées, les TI et les PI, et qui vont former donc avec un crochet de poisson. Et en gros, ça veut dire que les TI sont des coordonnées et les PI sont les impulsions associées. Et on va essayer de fabriquer des Hamiltoniens. Alors je vais plutôt les noter LI. Les LI, ça va être... Alors, Kontsevich, il veut toujours les prendre de cette forme-là. Moins 1/2. Alors il va demander à ce qu'ils soient quadratiques. Il va demander à ce qu'ils soient quadratiques. Somme sur J et K. Alors, AI, JK, TJ, TK, plus CI, JK, PJ, PK, plus 2, BI, JK, TJ, PK. Donc là, j'ai juste écrit l'opérateur quadratique, presque le plus général qu'on peut fabriquer. Alors, ce n'est pas tout à fait le plus général parce qu'il aurait pu y avoir un terme linéaire en TI et puis un terme constant, mais grosso modo, on peut toujours faire un shift pour éliminer ces termes. Les pays sont postulés ou en relation avec les autres cycles En fait, oui. Enfin, là, je pars vraiment d'un formalisme... Enfin, disons... Quand on va vouloir étudier la relation, effectivement, les pays vont être associés aux intégrales sur les B-cycles. Mais pour l'instant, je repars là de 0. Donc, on se donne un espace qui a des coordonnées TI et PI. Donc, c'est un espace symplectique avec des positions et des moments. Et qui satisfont la relation canonique. Donc, c'est des coordonnées d'Arboux sur un espace symplectique. Et on va regarder un ensemble d'opérateurs quadratiques. Alors là, grosso modo, j'ai écrit l'opérateur quadratique le plus général qu'on peut écrire. Et puis on va essayer de faire la quantification. Alors quand on fait la quantification, les PI vont devenir des H bar D sur DTI.
Voilà. Et là, et là, ils vont satisfaire la relation. Alors ça, je vais l'appeler pays. Je vais les appeler pays chapeau. Et là, ils vont satisfaire la relation. Alors, excusez-moi, j'aurais dû la prendre dans l'autre sens. Pays TJ. Et donc, ils vont satisfaire le P chapeau I TJ égale H bar delta IJ. Et cette fois, c'est des commutateurs. Donc là, TJ veut dire l'opérateur multiplication par TJ. Pourquoi il y a le terme de pays au départ dans les... Alors oui, alors comme je disais, bon, on aurait pu, donc dans un opérateur quadratique, on aurait pu mettre des termes linéaires dans les PI et des termes linéaires dans les TI aussi. On aurait pu mettre un terme linéaire dans les TI et un terme constant. Alors, en gros, on va en quelque sorte choisir une base où le terme linéaire, enfin la partie linéaire dans les PI, ce soit PI lui-même. Et les TI, on peut toujours, par une translation, absorber le terme linéaire des TI. Quant au terme constant, pour les relations de commutation qui m'intéressent, il va jouer aucun rôle puisque justement c'est une constante, donc il commute avec tout le monde. Mais justement dans la partie quantique, là, il va jouer un rôle important. Oui. Et TI et PI, là, dans ce cadre, ils sont réels ou complexes? Ça n'a pas beaucoup d'importance. Bah, ce sont pas des Pour l'instant, c'est des relations ce sont pas des formelles. opérateurs par Pour- exemple, Pour l'instant, c'est purement formel et en fait, ça marche aussi bien pour réel que complexe. Donc voilà, donc maintenant on va prendre les LI chapeaux qui sont les PI chapeaux. Alors ça va être la même chose, moins 1 demi de somme sur J et K, les AI, JK, TJ, TK, plus CI, JK, PJ chapeau, PK chapeau, plus 2 BI, JK, TJ chapeau, PK chapeau. Alors là, il faut faire attention à l'ordre dans lequel on met TJ et PK. Et en fait, du coup, on va retrancher moins H bar DI. Donc on peut, en gros, il va y avoir une constante. On autorise une constante proportionnelle à H bar et qui justement tient compte en quelque sorte de l'ordre dans lequel on a mis ces termes-là. Et en fait, on va se poser la question, existe-t-il une fonction taux des TI, telle que, quel que soit I, LI chapeau taux égale 0. Donc existe-t-il? Donc ça c'est un opérateur différentiel d'ordre 2. Alors comme je vous ai dit, la somme sur J et K en général elle est infinie. Donc c'est un peu délicat à définir, mais l'idée c'est de mettre une graduation et une filtration. Bon. Mais en gros, existe-t-il une fonction qui soit annihilée par tous les TI chapeaux, par tous les LI chapeaux? Alors en fait déjà, vous voyez que si elle est annulée par 2 des LI chapeaux, et elle est forcément annihilée par leur commutateur. Donc chaque fois qu'elle est annihilée par 2, elle est annihilée par leur commutateur. Et en fait, vous pouvez vérifier que le commutateur de 2 opérateurs quadratiques est aussi un opérateur quadratique. C'est pour ça en fait qu'ils sont restreints aux opérateurs quadratiques. Bon, l'autre raison pour laquelle ils ont étudié les opérateurs quadratiques, c'est que dans tous les cas connus intéressants de fonctions taux associées à de la géométrie, les équations de BCOV étaient toujours des équations quadratiques. Donc en gros, presque toujours des équations quadratiques, d'où l'intérêt de regarder les équations quadratiques, mais elles ont un autre avantage, c'est que le commutateur de 2 opérateurs quadratiques est un opérateur quadratique, ce ne serait pas vrai avec des opérateurs cubiques. Mais du coup, si vous voulez avoir un ensemble d'opérateurs qui annihilent taux, un ensemble complet d'opérateurs qui annihilent taux, ça veut dire qu'il faut aussi mettre tous leurs commutateurs. Ça veut dire que vous allez demander à ce que le commutateur soit lui aussi dans une combinaison linéaire des LI. Donc ça veut dire que vous allez demander à ce qu'il y ait une algèbre de Lie. LI chapeau, LJ chapeau, égale somme sur K des FIJK, LK chapeau. Donc on demande ça, mais ça veut simplement dire qu'on a choisi l'ensemble en quelque sorte le plus grand possible des opérateurs quadratiques qui annihilent la fonction taux.
Et la question, c'est est-ce que, enfin, donc pour n'importe quel choix de A, B, C et D, nos 4 tenseurs, est-ce qu'ils vont satisfaire une relation d'algèbre de Lie? Ben non, en fait, c'est extrêmement contraignant sur ABCD. En fait, vous pouvez vérifier que si vous prenez en dimension finie, donc si vous supposiez que l'espace des TJ était de dimension finie, bon, en dimension 1, vous trouverez assez facilement la solution, vous verrez qu'il y a une solution. En dimension 2, ce sera assez facile aussi. À partir de la dimension 3, ça devient très non trivial. Et en fait, au-delà, grosso modo, vous apercevez que ça met beaucoup plus de contraintes qu'il n'y a d'inconnus. Donc c'est un système extrêmement surdéterminé. Donc demander à ce qu'il y ait une algèbre de Lie, c'est extrêmement contraignant pour les coefficients ABCD. C'est même tellement contraignant qu'on n'est pas du tout sûr qu'il va y avoir des solutions. En gros, il y a beaucoup plus d'équations que d'inconnus. Alors, en fait, on sait qu'il y a des solutions parce que justement, donc, notamment ce qu'on trouvait Kontsevich chez Seul-Boltzmann, c'est que quand on part de ce formalisme-là, il y a une façon d'obtenir systématiquement quelque chose qui va satisfaire ça. La question de la réciproque, pour l'instant, est ouverte. En gros, on ne connaît pas d'exemple de ABCD qui satisfont ces contraintes et qui ne viennent pas de là. Pour l'instant, il n'y en a pas de connus. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y en avoir, mais pour l'instant, il n'y en a pas de connus. Donc, la question de savoir si les deux formalismes sont totalement équivalents ou pas est une question ouverte. Bon, moi, je vous ai présenté que le cas où ça venait d'une équation polynomiale, mais évidemment, quand je parle de cas qui sont connus ou pas, c'est quand on fait des généralisations. Non, je ne l'ai pas construit, la fonction tau. Je ne l'ai pas construit. Oui, effectivement, j'aurais dû. Là, je voulais juste présenter les données de départ. Donc ici, les données de départ, on a une courbe spectrale qui est paramétrisée par des TI. Mais les TI ne sont qu'une partie des paramètres, puisque les TI connaissent la forme YDX, mais par exemple, ils ne connaissent rien sur le B, pour l'instant, les TI. Et là, les données de départ pour Kontsevich-Seul-Boltzmann, c'est d'avoir des opérateurs quadratiques qui satisfont une algèbre de Lie. Donc là, dans le Kontsevich-Seul-Boltzmann, c'est donc je vais le réécrire ici. Donc on va demander à ce que LI chapeau, LJ chapeau égale somme sur K des FIJK LK chapeau. Et donc ça donne des contraintes sur les tenseurs A, B, C, D. Par exemple, ça dit que le tenseur A, en fait, il est totalement symétrique dans ces 3 indices. C'est une des contraintes que ça donne. Ça donne beaucoup d'autres... donc ça donne beaucoup d'équations et il n'est pas du tout évident de savoir si ces équations ont une solution. Et maintenant, on se pose la question de savoir, donc je vous ai dit, existe-t-il tau, les TI, tels que LI chapeau tau égale 0. Alors en fait, on va chercher tau sous forme de série, série formelle en h-bar, ou plutôt on va demander à ce que log tau soit une série formelle en h-bar, ou plutôt h-bar log tau, ou h-bar 2 log tau soit une série formelle en h-bar. Et donc on va demander à ce que log tau, on va l'écrire sous cette forme-là, somme sur k des h-bar puissance k, fk de T1, T2, etc. Donc on fait une première... Alors en fait, pour chercher une solution, on va faire une première décomposition en puissance de h-bar. Et en fait, on va même aller un tout petit peu plus loin, somme sur k et puis une deuxième variable que je vais appeler n, h-bar k sur n factoriel. Et en fait, en gros, on va développer le fk lui-même en série de puissance DTI. Alors, je vais l'écrire. En fait, le k, je vais le rappeler plutôt g. Et puis celui-là, je vais plutôt l'écrire 2g moins 2 plus n. Et je vais l'écrire sous la forme fgn de T1 Tn. Et ça, je vais demander à ce que lui-même, ce soit somme. Donc en gros, ça va vouloir dire que je vais le sommer, le n ici veut dire que je vais décomposer ce fk en polynôme homogène de n variables.
Donc somme sur I1, IN, des FGN. Alors, eux, ils l'écrivent comme ça, I1, IN, ça c'est le coefficient, de TI1, TIN. Donc voilà, donc on cherche la solution sous cette forme. Ça veut dire qu'il y a n des variables. Donc on cherche la solution sous cette forme, et donc finalement, ce qu'on aimerait trouver à la fin, c'est existe-t-il des coefficients FGN qui soient des polynômes dans les TI et qui vont satisfaire ces relations. Et A, B, C, D, ils ne dépendent pas de H bar. Non, si, ils peuvent, même ils vont devoir dépendre de H bar. Ah, c'est des fonctions elles-mêmes. Oui, parce qu'il y a la relation de commutation, donc qui est que PI chapeau TJ égale H bar delta IV. Il y a aussi un H bar qu'on a mis là, et aussi tout peut dépendre de H bar. Et non, ils ne sont pas triviaux, ils sont... voilà. Donc, on cherche la solution, on cherche l'octo sous cette forme-là. En gros, existe-t-il une solution, même formelle? Voilà. Alors en fait, s'il existe bien une algèbre de Lie, grosso modo, ils ont démontré que oui, il y a une solution formelle, et on peut trouver une relation de récurrence qui relie donc une récurrence sur les FGN. Et je vais l'écrire sous cette forme-là. Non, en fait, excuse-moi Ricardo, les ABCD ne dépendent pas de H bar. Non. Dans leur formalisme, ça ne dépend pas de H bar. Alors, on peut les faire dépendre de H bar. Mais... oui. Alors. Donc, LI chapeau tau égale 0. Ça implique une récurrence sur les FGN. Et en fait, c'est même une récurrence sur le nombre qui vaut 2G plus n. Alors en fait, quitte à le shifter, on va dire 2G plus n moins 2. Et vous reconnaissez peut-être que ça pourrait être la caractéristique, moins la caractéristique de l'aire d'une surface de genre G avec n bords, d'où le nom de récurrence topologique. Mais bon, pour l'instant, ça n'a rien à voir avec la topologie d'objets de genre G avec n bords. C'est juste des nombres et ils satisfont une récurrence. Donc cette récurrence est conséquence de ces relations. Oui. Dans ce problème de KS, d'où vient le problème? Voilà, alors en fait, donc, grosso modo, ils ont remarqué qu'il y avait énormément de problèmes de géométrie qui se ramenaient à devoir résoudre ces opérateurs d'ordre 2. Alors en fait, on pourrait penser que si on y réfléchit, on peut penser que les contraintes de Virasoro ressemblent un petit peu à ça, mais en fait non, les contraintes de Virasoro, elles sont pas tout à fait dans ce cadre-là, mais grosso modo, ça ressemble un peu à ça. Bon, en tout cas, tous les problèmes qui viennent de la théorie des cordes satisfont ce qu'on appelle les équations de BCOV, et qui ressemblent à ça. L'autre chose, c'était la question de savoir quantifier, donc partir d'un espace symplectique et de le quantifier. Bon, voilà. Alors, pourquoi exactement ils se sont intéressés à ce problème, je ne suis pas sûr, mais donc ils ont développé ces structures, ils les appellent les structures d'Éry quantiques. Donc à chaque fois qu'ils ont ces données de A, B, C, D et une algèbre de Lie, ils appellent ça une structure d'Éry quantique. Donc l'ensemble des ABCD qui satisfont ça s'appelle une structure Éry quantique. Alors vous pouvez vérifier que s'il y a un seul, si l'espace est de dimension 1, s'il y a un seul TI et un seul PI, vous pouvez vérifier que quand l'espace est de dimension 1, et si vous choisissez bien ABCD, grosso modo, la solution c'est une fonction d'Éry. Bon. Oui. Juste une question bête. Tu veux que l'équation soit vraie pour tous les I? Pour tous les I. Oui, pour tous les I. Je ne l'ai pas marqué, mais quel que soit I. Donc, oui aussi. Donc, quel que soit I, ça donne une récurrence sur les FGN. Alors, cette récurrence, une bonne façon, je ne vais pas vous écrire l'équation de récurrence, mais bon, en fait, si, en gros, je peux l'écrire facilement, mais FGN de I1
IN. C'est égal, alors il va y avoir une somme, il va y avoir beaucoup de sommes. Il va y avoir une première somme qui va être une somme sur K des... alors c'est le C... CI1, pardon, I1, CKL, KL, somme sur, alors non, on va commencer par le FG-1, N plus 1 de KL, I2, IN, voilà, donc ça c'est un des termes, plus somme sur K et L, CI1, KL, alors on va avoir somme sur G1 plus G2 égale G, somme sur N1 plus N2 égale N. En fait, je vais plutôt demander à ce qu'on ait deux ensembles, pardon, I1 union I2 qui soit égal au sous-ensemble I2 IN. Et ici, on va avoir le FG1 cardinal 1 plus cardinal de I1 fois K et puis l'ensemble de toutes les variables qui sont là-dedans. Donc les variables I2 jusqu'à IN, je les ai décomposées en deux sous-ensembles. FG2 1 plus cardinal de I2 G2, pardon, L I2. Voilà. Vous allez avoir un autre terme avec du B. Et puis vous allez avoir un delta G0 delta N3 A I1 I2 I3 plus un delta G1 delta N1 D I1. Voilà. Alors le terme avec le B, je ne l'ai pas écrit, mais donc vous allez aussi avoir une somme sur K et L, B, I1, KL. Alors en fait, je ne vais pas l'écrire parce qu'en fait, il ressemble énormément à celui-ci. Bon, je vais plutôt vous écrire la récurrence sous forme. Je vais plutôt vous l'écrire sous forme graphique, parce qu'en fait, la bonne façon d'écrire... Non, attendez, je vais le mettre là pour qu'on puisse voir plutôt. La bonne façon de l'écrire, c'est une façon graphique, qui est beaucoup plus claire. Donc FGN, vous allez le représenter graphiquement, donc de I1, IN, vous allez le représenter graphiquement comme une sorte de blob de genre G. Donc il y a G trou et N pattes. Okay. Les N pattes jouent un rôle totalement symétrique, mais je vais en mettre une à gauche et les autres à droite parce que c'est plus joli comme ça. D'écrire la relation après, et ça va être égal à, donc, vous voyez que ces règles-là, ça veut dire qu'ici, on va le représenter graphiquement, un peu comme des règles de Feynman. Et donc, on va dire qu'on va avoir le tenseur C, et le tenseur C, il a un indice I1, et il a deux autres indices, K et L. Et ici, on va brancher, donc, ici, on va avoir du G-1, I2, IN, et ici on a une patte avec K, une patte avec L, vous voyez, K, L, I2, IN. On va avoir une somme avec C, donc ça c'est un tenseur C qu'on a mis ici. On va avoir une somme encore avec le tenseur C qu'on a mis ici, mais là en gros au lieu de faire ça, on va découper en deux sous-ensembles de genre G1 et puis G2. De telle façon à ce que la somme fasse bien G. Et puis ici, on va avoir pris un sous-ensemble des variables, par exemple I2, IN, I3, quelque chose comme ça, et on va sommer sur toutes les façons possibles de décomposer comme ça, mais sur toutes les façons qu'on va appeler stables. Donc ici, c'est une somme, c'est ce que je vais appeler la somme stable. Stable veut dire que tous les éléments que je mets ici ont une caractéristique de l'air qui est strictement négative. Donc autrement dit, si c'est de genre 0, ça veut dire qu'il y a au moins 3 pattes. Si c'est de genre 1, il doit y avoir au moins une patte. Et si c'est de genre plus grand que 2, il n'y a pas de contrainte. Donc ça veut dire par exemple qu'il ne peut jamais y avoir un cylindre ou un disque.
Voilà, c'est ça que ça veut dire stable, ça veut dire jamais de cylindre ou de disque. Et alors justement, le terme avec le B, c'est celui qui va correspondre au cylindre. Et en fait, le terme avec le B, on le représente plutôt comme ça. Donc ici, on met le B. I1. Alors, je l'ai mal écrit, mais en fait, en gros, vous trouverez la relation qui correspond à ça. Donc, par exemple, ici, on met un I indice K. Et ici, vous allez coller celui de genre G, et avec toutes les pattes sauf la patte K, I2 jusqu'à IN, mais où le IK a été enlevé puisqu'il est là. Donc en fait j'aurais dû... en fait, attendez, c'était plus somme sur K. C'était un des tenseurs qui apparaissait là-dedans. Bon, d'accord, alors je vais l'écrire proprement, mais c'est ce qui correspond à ce dessin. Somme sur K, somme sur L, donc des B, I1, des B, I1, IK et L, des F, G, N-1, de I2 jusqu'à IN, il y a le L, pardon, L, I2 jusqu'à IN, mais on a enlevé le IK. Voilà, c'est ce qui correspond à ce dessin. Plus, alors si jamais on avait le... Si jamais on était parti du F03, donc le F03 c'est le A. Donc on le représente comme ça. Ça c'est le A. Donc I1, I2, I3. Et plus, si on avait le F11, le F11 c'est le D et on le représente comme ça. Voilà. On le représente comme un graphe à une boucle. Oui. Non, justement, ce que je disais, c'est qu'en dimension infinie, on peut en avoir un nombre infini. Alors justement, on a essayé de chercher les solutions à nombre fini. Comme je disais, quand ce nombre fini vaut 1 ou 2, ça va, on trouve facilement toutes les solutions, mais elles sont relativement triviales et pas très intéressantes. Par exemple, avec 1, vous tombez sur la fonction d'Eric, grosso modo. Alors, il correspond en quelque sorte à uniquement les paramètres qu'on autorise à varier. Et ça veut dire qu'on s'interdit de varier les autres. Et ça veut dire qu'en quelque sorte, il faut qu'on arrive à refermer les équations avec uniquement ces paramètres-là et sans dériver par rapport aux autres paramètres. Et justement, en gros, dans le formalisme qu'on a nous, grosso modo, le nombre de TI est toujours infini. Alors ça veut dire qu'il existe quelque chose comme un sous-espace de dimension finie, d'espace des modules. Ça veut dire qu'il peut, oui voilà, s'il existe un sous-espace de dimension finie, alors on peut se ramener au cas de dimension finie, mais grosso modo c'est rare. Et puis, donc, comme je disais, si on essaye de résoudre les contraintes pour ABCD en dimension finie, dès qu'on est en dimension supérieure ou égale à 3, on s'aperçoit que c'est extrêmement dur et grosso modo, la classification des solutions n'a pas été faite. Et une autre question, c'est le H-bar, on peut l'absorber dans ABCD. Ça voudrait dire non, on ne peut pas l'absorber. Ça voudrait dire qu'on doit choisir l'ordre, enfin, c'est dans l'ordre normal du TJPK en quelque sorte qu'on pourrait le réabsorber. Mais ça veut dire qu'il faut choisir un ordre du produit TJPK. Non, on peut pas le réabsorber, mais le fait qu'il satisfasse des contraintes aussi, ça veut dire qu'il n'est pas indépendant des autres. D'ailleurs, on peut écrire le D en termes de ABC, mais c'est une expression non linéaire. Il disait bon, il était content parce qu'il avait montré que certains trucs étaient symétriques. Alors, en fait, par définition ici, puisque on cherche une fonction, en gros, ils sont symétriques par définition ici. C'est juste qu'on a décomposé sur une base des polynômes symétriques, donc en gros, ils sont symétriques par définition. Alors, mais justement, voilà, alors voilà, l'idée c'est que justement, quand j'écris la relation ici, donc là, en quelque sorte, on a, ça c'est une des conséquences de cette équation. Mais vous voyez que j'ai choisi l'indice I1 et que je lui ai donné un rôle spécial. Donc en gros, ceci implique cela, mais où I1 semble jouer un rôle spécial.
Alors justement, il faut justement vérifier vérifier qu'il y a bien une solution à ces équations veut justement dire vérifier la symétrie, c'est-à-dire que I1 en réalité n'est pas spécial, il joue le même rôle que les autres. Donc ça c'est pour montrer qu'il y a effectivement bien une solution commune à toutes ces équations. Ça revient à vérifier ça, mais justement les contraintes que satisfont ABCD permettent de démontrer cette symétrie. Donc voilà, lui en gros il disait qu'il était content parce qu'il interprète cette symétrie à partir de la contrainte sur ABCD. Mais si on regarde juste la relation de récurrence, c'est vrai que ça ne se voit pas que I1 joue un rôle symétrique, I1 ou I2 jouent exactement le même rôle, ça ne se voit pas sur la récurrence. Et nous, avec Corentin, on était partis. Donc avec Corentin, on a exactement cette définition-là. Alors la seule chose, non, on n'a pas exactement cette définition-là, parce que en fait, le cas 0,3 et le cas 1,1, on les inclut comme des sous-cas de ce qu'il y a avant. Et du coup, ils ne sont pas indépendants. Donc c'est pour ça que ce n'est pas clair pour l'instant de savoir si le formalisme de Concevius-Stubblman est plus général ou pas. Mais bon, en gros, on avait à peu près la même relation. Et par contre, ce qu'on démontre, on peut démontrer que le résultat est toujours symétrique dans toutes les variables. Donc en gros, ça se démontre par récurrence, par la relation de récurrence elle-même. Ce n'est pas évident quand on regarde la récurrence parce qu'elle n'est pas symétrique, mais en fait, le résultat est toujours symétrique. Voilà. Alors, maintenant, je vais juste vous comparer avec ce que c'était justement côté Narantin. Et puis je vais m'arrêter bientôt. Donc de l'autre côté, nous on partait, donc on avait notre courbe spectrale S, qui était la donnée d'une courbe de deux fonctions x, y et du b. Oui. Alors le b qui est ici, c'est pas le même que le tenseur b qui est là, mais c'était la notation qu'on avait pris nous. Eux, ils ont pris cette notation-là. Bon. Oui, je voulais juste vous faire remarquer une chose. Ce terme-là, ici, ce terme-là, il ressemble énormément à celui-là, mais où en quelque sorte, la pièce qu'on a collée ici, imaginez que je le repenche par là. Hein, imaginez que ce IK, en fait, donc ce serait notre branche qui part au-dessus. Mais vous voyez que ce serait un truc de genre 0 avec juste deux pattes, cette patte-là et cette patte-là. Donc cette patte-là et cette patte-là. Donc en quelque sorte, on peut remettre ce terme-là sous forme de celui-là. Au lieu de sommer sur les stables, on inclut les cylindres cette fois. Donc en fait, ce terme-là, c'est finalement le même que celui-là, mais où l'un des deux côtés est un cylindre. Je ne sais pas si vous le voyez, mais... donc, disons, plutôt si on reprend celui-là et qu'on met ici donc, le genre de départ, hein, d'accord ? Ici, on met toutes les pattes sauf une, et ici, on mettrait un cylindre. Voilà, donc on voit que ça peut se réinterpréter comme celui-là. Donc finalement, bon, moi j'avais pris l'habitude avec Corentin, on avait mis ces deux termes ensemble, et ici, on autorisait les cylindres. Et quand on autorise les... Alors, l'autre chose, c'est qu'ici, pour pouvoir écrire cette relation, pour sommer uniquement sur les stables, ça veut dire qu'effectivement, la relation ne peut pas s'appliquer au cas 0,3 et au cas 1,1. Dans le cas 0,3, ici, essentiellement, ce terme n'apparaît pas, ce terme n'apparaît pas, pardon, non, ça c'est la définition du 0,3. Ce terme n'apparaît pas parce qu'on est en genre 0, ce terme n'apparaît pas parce qu'il n'y a pas de stable dans la décomposition, et grosso modo, c'est pour ça qu'on a ce delta G0, delta N3, parce que finalement, il n'y a que ça qui apparaît pour 0,3. Et pareil pour le 1,1, il n'y a que ça qui apparaît. Par contre, si on autorise les cylindres dans la somme, alors ce cas-là peut se déduire. Ce cas-là, par exemple, le cas 0,3, ce serait le cas où on a deux cylindres. Et le cas 1,1, ce serait le cas où on a un cylindre qu'on recolle des deux côtés. Voilà. Donc en fait, ces deux cas-là peuvent aussi s'inclure dans cette somme si on autorise les cylindres. Donc finalement, les trois termes de la ligne du bas peuvent se remettre là-dedans si on autorise les cylindres. Et par contre, ça suppose qu'il y a une relation entre le A, le D et le B. Et en fait, pour moi, ce n'est pas encore tout à fait clair de savoir si effectivement de le remettre sous la forme de cylindre,
ça fait automatiquement ces relations ou pas. Bon. Voilà. Donc nous, ce dont on était parti avec Orandin, c'était une récurrence qui ressemble énormément à ça, mais on avait un autre, donc on avait aussi du FGN de I1, IN, et cette fois on avait une somme sur K, des K indices K, I1, je vais plutôt l'écrire comme ça, I1, KL, donc c'est un autre opérateur. Non, en fait, non. Non, essentiellement, c'est le même que le C. Non, bon, excusez-moi, je ne vais pas le réécrire, mais grosso modo, c'est la même relation, mais où on considérait que cette relation, on incluait ici les cylindres et on considérait que tous les termes de la ligne du bas étaient inclus dans ceux de la ligne du haut. Enfin, étaient des sous-cas de la ligne du haut. Voilà. Donc, en gros, on avait exactement la même relation. Et alors, c'était quoi pour nous le tenseur le C, en quelque sorte. C'était quoi le C? Attendez, je vais reprendre mes notes. En fait, le C venait juste du développement en série. Alors, attendez. Le C venait juste du développement en série des fonctions x, y, b au voisinage des points de branchement. Donc, c'est ce que je vous avais dessiné tout à l'heure. Lorsque vous tracez dans le plan x, y, vous avez des points ici qui sont les points où la tangente est verticale. Il peut y en avoir plusieurs. Hein. Il peut y avoir plusieurs points où la tangente est verticale. Et au voisinage de chacun de ces points-là, ben, en fait, c'est justement l'endroit où, si vous êtes très proche ici, si vous avez deux points P1 et P2, enfin, disons, si vous avez un point P plutôt qui est très proche de A, il y a un autre point qui a le même x de P, et qui est très proche de A aussi. On va appeler ça son conjugué. D'accord ? Et en fait, ça veut aussi dire que x de P n'est pas une bonne coordonnée locale dans le voisinage de A. En fait, ce qui est une bonne coordonnée locale, ça va être le racine de x de P moins x de A. Ça, je vais l'appeler zeta de P. Voilà, ça, c'est une bonne coordonnée locale. Donc, en gros, ça veut juste dire que localement, la courbe ressemble à une racine carrée. Hein. Donc, si vous prenez la racine carrée, ça vous donne un bon paramètre local pour décrire les choses. Et en gros, on va décrire maintenant la fonction y de p. On va la décomposer au voisinage de A. On va la décomposer en série de Taylor, tout simplement, dans cette variable-là. Somme des t à k, zeta de p puissance k. Voilà, tout simplement. Alors en fait, c'est plus pratique de mettre un k plus 2 ici. Voilà. Bon. D'habitude, on le normalise mieux aussi en mettant des factoriels et des trucs comme ça, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc là, on a des temps. Alors vous voyez que ce temps, il dépend d'un double indice. Donc un A qui a trait à quel point de branchement vous regardez, et un K qui est l'ordre auquel vous regardez la série de Taylor. Alors c'est ce double indice qui va correspondre au TI qui apparaît là-dedans. Justement, excuse-moi, I dans le contexte Oui. de Kontsevich, Oui. il est comptable ou pas? Est-ce qu'il est comptable? Enfin, je veux dire, est-ce que c'est des anti? Parce que, alors là, tu as l'air de dire, je sais pas. Alors, disons que pour l'instant, le cadre le plus général dans lequel ça s'applique, on n'est pas trop sûr, mais bon, tel que c'est écrit, tel que je l'ai écrit ici en coordonnées, oui, il faut qu'il soit dénombrable. Mais en fait, on peut rendre tout ce formalisme indépendant d'un choix de coordonnées avec des espaces vectoriels, des Lagrangiennes dans l'espace symplectique et tout ça. Et là, on n'a pas vraiment de raison de supposer quoi que ce soit. C'est déjà les sommes là, quand ils sont sur le... Alors, effectivement, c'est une chose. Donc, en gros, voilà, moi, ce que je pense, c'est que les deux formalismes sont équivalents en termes de développement en série. Ça veut dire qu'ils sont probablement équivalents dans un petit voisinage de l'origine, mais ce n'est pas tout à fait clair qu'ils soient équivalents plus loin. Bon, ce que je peux vous dire tout de suite, c'est que voilà, pour l'instant, on a trouvé la fonction tau en résolvant des équations linéaires. Donc, comme je le disais tout à l'heure, la solution est loin d'être unique. Il y a un espace vectoriel de solution. En gros, il faut fixer autant de constantes d'intégration qu'il y avait d'équations. Donc, il y a un nombre infini de constantes d'intégration à fixer. Mais parmi tous ces choix de constantes d'intégration, donc parmi toutes les solutions dans cet espace vectoriel, parmi toutes les combinaisons linéaires, en gros,
il y en a une qui va satisfaire les équations d'Hirota. Et ce que je pense, moi, c'est que celle qu'on trouve, nous, par notre méthode, c'est justement celle-là. Mais bon, alors, je ne l'ai pas écrit. Pas écrit ces grosses, ça représente une partie des équations. Oui, S. oui, enfin, Mais, c'est la récurrence topologique. Ouais. mais il y a des contraintes sur les A, B, C. Oui, il y a des contraintes sur les ABCD. Oui. Tu l'as dit, mais est-ce qu'on les voit facilement dans Non. 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 Alors on voit que ces contraintes permettent de faire qu'effectivement le résultat est toujours symétrique dans toutes les variables. Mais non, on ne le voit pas facilement. Mais c'est des contraintes qui sont des V, parce que les P Alors justement, mais les P correspondent à des déformations. Les P, c'est les D sur dt. Donc les P sont les déformations et c'est des éléments de l'espace cotangent, de l'espace des courbes spectrales. Donc pour moi, oui, comme ici, les P vont être des D sur dt. Alors maintenant, je vois qu'il est midi et quart, je vais m'arrêter. Mais bon, voilà. Donc juste, on a ça, c'est les temps. Le B lui-même aussi. Donc le B qui apparaît de ce côté, hein, c'est pas le même que le B là-bas. Il dépend de deux variables. Et c'est pareil. On va le décomposer au voisinage, disons, de P1 tend vers A et P2 tend vers A'. Hein, donc si on a deux points de branchement A et A', ça peut être le même. Et justement, il va y avoir le terme delta A, A', des zeta de P1, des zeta de P2 sur zeta de P1 moins zeta de P2 au carré. Ça, c'est la partie pôle double à point coïncident qu'on voulait. Plus une somme de... et alors là, je vais noter B, A, K, A', des zeta de... donc zeta A... Pardon. Celui-là, j'aurais dû l'appeler zeta A de P. Zeta A de P1 à la puissance K. Zeta A' de P2 à la puissance L, et le tout fois d zeta A de P1, d zeta A' de P2. Donc là, j'écris simplement le développement de Taylor le plus général possible. Donc ça, c'est ce qu'on pourrait appeler aussi un BIJ, où donc I, c'est la paire AK, et J, c'est la paire A'L. Voilà. Et en fait, le C... Alors, comment on obtient le C ? J'y suis pas encore tout à fait. Alors en fait, bon, déjà si je peux vous donner le A I, J, K, avec ce formalisme, c'est le D sur DTI du B. Alors ce B là, en fait, je devrais, j'aurais dû lui noter une autre, j'aurais dû le noter B rond, pour pas le confondre avec l'autre. C'est le D de B rond de JK. Où I, c'est une paire AK, enfin, c'est une paire d'indices qui désigne un point de branchement et un ordre, etc. Donc voilà un exemple. Donc ça, c'est le A du KS, et ça, c'est le B du EO. Bon, voilà un exemple de comment on passe de l'un à l'autre, mais en fait, je peux tous vous les écrire, mais c'est juste que ça prend de la place et c'est pas très nécessaire. Bon. Voilà. Donc c'est juste pour dire que ce formalisme va automatiquement engendrer des ABCD qui vont satisfaire ce formalisme-là. La réciproque, pour l'instant, la question, est-ce que la réciproque est vraie? Pour l'instant, ça n'est pas connu, mais on ne connaît pas encore de contre-exemple. Donc c'est-à-dire que tous les exemples qui satisfont ça, à l'heure actuelle, grosso modo, viennent de là. Donc tous les exemples viennent de la géométrie et on ne sait pas exactement pourquoi. Bon. Ah non, c'est le Mais j'ai pas compris le statement. Si c'est vrai cette relation-là dans ton formalisme, Non, toi, tu produis attends. quoi? Là c'est pas que c'est vrai. Là, les X, Y et B, tu les as choisis sans contrainte. Tu les choisis comme tu veux, il n'y a pas de contrainte, tu fais le choix que tu veux.
Ensuite, tu les développes en série de Taylor au voisinage de chacun de ces points. Ça te donne des coefficients. Oui, et après, Et ces coefficients, avec ces coefficients, tu définis des nouveaux coefficients A, tu définis des tenseurs. Alors là, je t'ai écrit le A, mais il y a aussi une expression avec le B, une expression avec le C, hein, qui sont un peu similaires à ça, mais elles prennent plus de place à écrire, donc je ne vais pas les écrire. Mais donc, en gros, quand tu te donnes cette donnée-là, ça te permet de fabriquer automatiquement 4 tenseurs qui sont bien... Ouais. Après, tu les donnes à Kontsevich, et Oui. Kontsevich il te donne les équations qui sont comme tes équations. Oui, tu peux voilà. trouver des points. Alors, et donc, en gros, ça montre que le formalisme de Hénard-Arentin, en quelque sorte, est au minimum un sous-cas de celui de Kontsevich-Bellman, mais en réalité, c'est peut-être complètement équivalent. En tout cas, quasiment tous les exemples connus viennent de la géométrie et satisfont bien les deux. Alors, les applications de tous ces formalismes, bah, comme je le disais, c'est quasiment toute la géométrie énumérative, donc par exemple toutes les théories de champs cohomologiques, toutes les théories de cordes topologiques, donc ce qu'on appelle les invariants de Gromov-Witten en mathématiques, le développement asymptotique des grandes matrices aléatoires, le comptage des cartes, etc. Tous satisfont ces formalismes-là. Alors en fait, il y a même des conjectures récentes qui disent que par exemple les polynômes de Jones, si on développe en série les polynômes de Jones, ça satisfait ce formalisme aussi. Et on connaît la courbe spectrale à choisir hein, pour le polynôme de Jones, elle est extrêmement simple. Et la conjecture, c'est que le développement asymptotique en série du polynôme de Jones est bien donné par ces FGN. Bon, mais je vais arrêter là. Oui. En fait, ce que je comprends pas, c'est qu'au départ, on parle de surface, du coup, Oui. on a l'impression qu'il y a un genre fixé. Oui. Et dans votre formalisme de PS, c'est une référence justement sur le genre de surface. Non. Et du coup, Non, le genre n'a rien à voir avec le genre de la surface qui est là, c'est ce que j'ai essayé de dire. Le genre, ici le G que j'écris est un... En gros, ça c'est juste un dessin qui correspond à ce coefficient-là de la série solution de ces équations. mais à un moment, vous avez justement parlé, dans le formalisme de PS, vous avez dit le coefficient qui fait de la référence sur le 2G moins 2. Oui, mais de ce dessin. Ça n'a Donc, rien à voir avec ça n'a absolument rien à voir avec le genre de la surface. Justement, il y a souvent de la confusion là-dessus, mais donc ici, le fait de mettre un genre, c'est juste un dessin. En vrai dire, on ferait mieux de dessiner ça juste avec une lettre G. Et le fait de l'imaginer comme étant un nombre de trous, c'est suggestif pour mieux se rappeler l'équation, parce que vous voyez que ce terme-là, par exemple, effectivement, ici, on a G-1, mais on crée une nouvelle boucle ici, donc on crée un trou. Ici, on additionne bien les... Si tu résous ça itérativement, ça te diagramme. Oui, Et alors... un genre, mais c'est pas nécessairement un genre d'une surface. Alors en fait, il y a un théorème qu'on a démontré, que j'ai démontré à partir de ce formalisme-là, ça c'était sans Arentin. Il y a un théorème qui dit que à partir de toute courbe spectrale ici, on peut effectivement trouver que les FGN sont bien une intégrale sur l'espace des modules des surfaces de Riemann de genre G avec n bords et des intégrales d'une certaine classe de cohomologie. Et la classe de cohomologie est fonction de la courbe spectrale. Donc en gros, CFGN, ce que j'avais démontré, donc c'est un théorème que j'ai fait en 2011, dit que les FGN de I1, IN sont bien des intégrales sur un MGN, donc un espace de surface de Riemann, avec une certaine classe. Alors je vais l'écrire lambda, ça ressemble un peu à la classe de Hodge, mais je vais écrire lambda de S, donc qui dépend de la classe de la courbe spectrale. Et alors effectivement, pour des bons choix de courbe spectrale, on va trouver la classe de Hodge. Si comme courbe spectrale, on prend le miroir de C au cube, on va trouver que c'est un produit de 3 classes de Hodge, etc. Et puis ça dépend aussi des paramètres I1, IN, etc. Et donc il va y avoir enfin je vais l'écrire comme ça, mais en gros, je ne sais pas si vous connaissez la formule ULSV. Non, bon. Ou la formule, enfin disons les formules du vertex topologique ou des choses comme ça, en gros ça ressemble énormément à ce genre de formule. C'est une généralisation de ce genre de formule, mais ça marche pour n'importe quelle courbe spectrale. Oui. Seulement quelque chose, juste
pardonne mon ignorance, et ça c'est tes équations avec des termes en plus là. Donc toi, tu le connaissais déjà en fait. Oui. Alors, bon, je peux vous l'écrire, hein, mais Mais est-ce que si tu fais un changement alors, qui préserve l'anticommutateur sur P et T, est-ce que tu peux simplifier la formule des LI? non. Enfin, une transformation, comment ça s'appelle? Non. Canonique? Alors, non, quand tu fais une transformation canonique, ça reste des opérateurs quadratiques. Simplement, tu as changé les coefficients, mais ça reste des opérateurs quadratiques. Ah, tu ne peux pas te débarrasser par exemple des B? Non. Non, tu peux pas. Ça dépend de l'algèbre de Lie dont tu es parti. Hein. Si, tes tenseurs, tu peux les prendre tous triviaux, diagonaux. Enfin, bon, si tu cherches une représentation et enfin une algèbre de Lie irréductible, enfin. Ça ressemble grosso modo, on a l'impression qu'ils cherchent des bons P. C'est L, c'est des déformations. Oui, voilà, les L sont des déformations des P. Effectivement, c'est ça. C'est pas si c'est des transformations canoniques, ça ressemble. Et lui, est-ce qu'il a tu l'appelles taux cette fonction, mais pour lui c'est. Lui, il l'appelle psi. Non, mais je veux dire, est-ce qu'il a, je sais pas, la trace de quelque chose, quelque exponentiel, opérateur exponentiel pour lui, pour ses ailes? Non. T'as pas écrit Hirota en fait. Non, je n'ai pas écrit Hirota. Hirota est une condition non linéaire, beaucoup plus contraignante, et en gros, grosso modo, Hirota va n'être satisfaite que si on choisit bien le B ici. Hein. Pour n'importe quel choix de B, on ne va pas satisfaire Hirota. Et en réalité, les équations qu'on a, ces équations-là, les équations sur les LI, en réalité viennent des dérivés par rapport aux coefficients du B. Mais une heure, j'ai déjà dépassé un petit peu, et c'est un peu court pour expliquer vraiment ce que c'est qu'une fonction taux. Là, je voulais juste vous montrer que les deux formalismes sont à peu près équivalents. Et qu'est-ce que ça calcule finalement, et juste aussi que ça laisse des tas de questions ouvertes, notamment il y a plusieurs équipes là qui sont en train de voir est-ce qu'on peut classifier toutes les structures, enfin faire une classification systématique de toutes les structures d'Éric quantique. Pour l'instant, essentiellement, on est allé au tâtonnement au cas par cas. Grosso modo, on sait que ce formalisme-là génère automatiquement des formalismes, des structures d'Éric quantique. La question, c'est est-ce qu'ils les génèrent tous? Ça a l'air d'être plus faible. Ça a l'air plus faible, mais en même temps, ici, par exemple, X, Y, B sont sans contrainte, alors que là, il y a des contraintes. Et comme je disais, il y a beaucoup plus de contraintes que d'inconnus. Ouais, c'est l'algèbre. Donc c'est très surdéterminé. Donc c'est pas évident en fait. Et déjà pour la classification des solutions de dimension finie, à vrai dire, même à partir de la dimension 3, je crois que essentiellement c'est pas fait.